Alors, je vais essayer de, pas exactement m'excuser, mais du moins m'expliquer, parce que j'ai vu que mon parcours me semble à quelques-uns d'être un parcours dans l'autre sens, dans un sens un peu inattendu. Et pour cela, je vais remonter un peu le temps vers mon enfance. Mais d'abord, j'aurais bien aimé d'avoir un parcours plutôt normal. Ça aurait été beaucoup plus, plus facile à gérer, mais ma vie n'a pas évolué de cette façon. Elle a été assez chahutée. Mais bon, d'abord mon enfance. J'étais né en 1941, en pleine guerre, un moment où le Royaume-Uni était seul contre l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi exactement mes parents ont décidé de faire un enfant à ce moment-là. Peut-être pas exprès, mais on sait rien. Mais bon, j'étais né, mon père, il n'était pas là parce qu'il était dans les camps d'entraînement, il était dans les chars. Dans les camps d'entraînement, ma mère le suivait. J'étais placé aux mains de plusieurs nourrices, peut-être pas trop bien choisies, mais bon, c'est tout le mieux qu'on puisse faire à l'époque. Et voilà, c'était un peu typique de la classe où je suis né, parce que ce n'était pas normal que les parents élèvent leurs enfants, on les donne aux spécialistes, aux précepteurs, etc., etc. Et j'ai eu ça, et puis heureusement j'étais envoyé dans une école primaire où je me suis régalé. C'était vraiment très bien, très heureux. Et puis tout d'un coup, là, je ne sais pas si le mot existe, préceptrice, oui, voilà, merci. La préceptrice de ma mère était tout d'un coup libre et j'étais retiré de l'école pour être enseigné à la maison. Vraiment, je pense que c'est ça qui a changé ma vie parce que j'ai perdu confiance avec ma génération. Les jeunes garçons de mon âge, après ça, je les trouvais intimidants. Et puis, après 1 an et demi, 2 ans de cela, on m'a envoyé, comme d'habitude en Angleterre, en pensionnat. Ce n'est pas comme en pensionnat ici en France, c'était en pensionnat pour le trimestre. Et puis, on voyait les parents de temps en temps, ils descendaient comme des Deus Ex Machina. Vous, c'est vous, c'est bien. Et puis, après, ils repartaient, on rentrait à la maison à Noël, etc. Donc, j'ai appris vite de me débrouiller et de me sentir... Au début, j'étais très, très dépaysé, j'étais très malheureux. Mais finalement, après des années de cela, je peux maintenant vivre à peu près, comment on dit, anywhere. N'importe où, oui, n'importe où dans le monde. Et puis, ça s'est passé un peu comme ça. J'ai mon deuxième école, donc c'était à l'âge de 13 ans, c'était normal pour les gens d'une certaine classe d'être envoyés dans ce qu'on appelait les public schools. Les public schools, c'est pas public du tout, pas public. En fait, c'est très privé et ça coûte la peau des fesses. Mais j'étais aussi malheureux là qu'avant. Et de plus, ma mère est décédée, j'avais 13 ans, ma mère décède. Mais je ne peux pas dire que je l'ai vraiment connue. Mon père et ma mère sont partis, après la guerre, ils sont partis vivre à Londres. Nous étions à la campagne chez les grands-parents. Et eux, ils avaient décidé de ne pas faire comme d'habitude pour la famille, parce que la famille d'un côté était une famille de boursiers, de banques. En fait, un de mes arrière-grands-parents a fondé maintenant malheureusement célèbre Barclays Bank. Mais voilà, mon père a renoncé à ça après la guerre, parce que ce n'est pas la peine. Ma mère était romantique, elle voulait être écrivain et que lui soit peintre. Et c'était passé comme ça, il est devenu peintre. Et il connaissait pas mal de bons peintres de ce quartier de Londres où il vivait.
Donc il n'a pas eu une formation, il était plutôt autodidacte, mais il avait de très bons conseils parmi ses peintres. Et il avait aussi quelques locataires. À un moment, il avait eu Francis Bacon comme locataire. Il avait eu un grand critique, David Sylvester, qui a présenté Bacon et Giacometti aux Anglais avec beaucoup de succès. Et David Sylvester lui disait assez souvent, « Mais David, pourquoi tu ne prends pas une toile de Francis comme loyer ?» Mon père les aimait pas trop. Donc j'ai passé à côté d'avoir un Bacon. Mais bon. Mais du moins, il vivait dans un milieu artistique, il fréquentait les mêmes boîtes de nuit et boîtes plutôt de boissons que Bacon et les amis de lui, Freud, etc., Lucien Freud. Mais je ne vivais pas ça du tout. Je vivais tranquille à la campagne. Et mon grand-père, en fait, les deux côtés de ma famille étaient très, très différents. Ils sont descendus de la même classe à peu près, mais d'un côté, j'avais mon grand-père qui était assez intellectuel, qui aimait beaucoup la philosophie, et qui en lisait beaucoup, et de l'autre côté, son épouse est décédée quand j'avais 4 ans. De l'autre côté, j'avais ma grand-mère. Mon grand-père est décédé bien avant ma naissance. Ma grand-mère, de l'autre côté, elle était plutôt comme la reine. Elle aimait les chevaux, les chiens, les programmes populaires de la télévision. Donc, c'était vraiment assez schizophrène. Et de plus, ma grand-mère, de ce côté-là, elle était très, très pour la discipline, évidemment. Donc, quand je lui disais, mais c'est peut-être pas comme ça. Elle dit, ne discutez pas avec les aînés. Et de l'autre côté, mon grand-père, il aimait beaucoup la discussion. Donc, chaque pensée qu'on avait qui semblait évidente, il a dit, non, ce n'est pas évident du tout, parce que, etc., etc. Donc, il interrogeait chaque chose qu'on lui disait. Il était très, très stimulant. Un homme vraiment intéressant. Il a été aussi écolo bien avant son temps. Dans les années 40, on avait des composts tous les 5 mètres dans le jardin. C'était magnifique. En fait, il y avait un très beau jardin. J'étais pas malheureux, comme enfant, même si je n'avais pas eu mes propres parents là. Alors, dans les écoles, par contre, j'étais pas content en pensionnat, presque à la fin. Et c'était là où j'étais sauvé par un camarade de classe qui est devenu assez connu en Angleterre comme écrivain, qui s'appelait Heathcote Williams. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre et romans. Il est aussi un peu acteur. Il était dans un film de Derek Jarman, La Tempête, de Derek Jarman, comme Prospero. Mais lui, un jour, il est pris par l'idée d'aller peindre. Donc, il y a des possibilités d'ateliers ouverts. Et après 2 jours de ça, il dit « c'est fabuleux, il faut que tu viennes ». Donc, il m'a entraîné dans les ateliers. Et là, j'ai commencé à peindre à l'huile. D'abord au couteau. Et waouh, on mélangeait la couleur comme ça, comme du beurre. Waouh, comme ça. Donc, je faisais des abstraits qui ressemblaient un petit peu à Nicolas de Staël, des sortes de carrés de couleurs. C'est assez épais. Et puis, on m'a dit, oh, c'est intéressant ce que tu fais. Hein. Et on a essayé de me montrer des choses. Donc, on m'a montré l'école après-guerre de Paris avec Elena Vieira da Silva, Poliakov, tout ça. Et j'ai bien apprécié. On m'a montré les Américains, Pollock, de Kooning, tout ça. C'était aussi très stimulant. Je n'ai pas tout compris, mais je commençais à être très ambitieux, je me souviens. Moi, attends, Picasso, écarte-toi, j'arrive. Donc, oui, casse-toi plutôt. Et puis, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais j'étais dynamique, j'avais beaucoup d'énergie. Et tout d'un coup, j'avais une identité. J'étais Oliver Bevan, le peintre. J'avais 17 ans et je me pensais déjà peintre. Pour moi, j'étais peintre. Et puis, mais il y a un long chemin
à suivre par contre. Heureusement, j'étais reconnu par quelqu'un qui avait un poste de professeur au Royal College of Art. Le Royal College of Art, c'est vraiment l'apogée du système d'éducation des beaux-arts en Angleterre. Je ne savais pas à l'époque, mais lui, il est venu, il a vu mon travail, il a dit « Nous cherchons des jeunes très motivés qui savent, qui veulent peindre, pas sculpter, pas faire de la gravure, mais peindre. Et avec ça, on va les introduire, les intégrer tout de suite. On les donne 1 an de plus que nos élèves d'habitude, parce que d'habitude, ils prenaient au niveau de masters. Donc, nous étions 5 de mon année, et c'était assez curieux, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude d'avoir des jeunes qui n'étaient pas du tout expérimentés. Et nous, on pensait qu'on savait beaucoup, mais on ne savait presque rien. Mais avant ça, j'avais déjà une direction. La direction, c'était essayer de m'en souvenir des choses et de faire une sorte d'abstraction de ce que j'avais vécu. Un processus qui m'est revenu dans les années 70 et au début des années 80. Donc, j'ai travaillé comme ça, mais j'avais beaucoup de mal à dessiner. La couleur, ça allait bien. La matière, la patte de l'artiste, tout ça, ça allait bien. Mais le dessin, c'était infernal. Donc, je me suis mis devant le modèle nu des mois, avec un petit carnet où je dessinais tous les jours, de dessiner. De temps en temps, un prof est passé, il me dit « C'est pas vraiment comme ça, tu sais ». Je fais un petit dessin au coin du papier comme ça. C'est comme ça. Et je regardais. Oui, il a raison. Donc, l'éducation de l'œil est assez difficile et longue. On pense, souvent on me demande des choses, on dit, mais j'ai pas de technique. Et je dis toujours, ma réponse c'est la technique, donc mélanger la couleur, appliquer la couleur, etc. C'est facile. Mais ce qui n'est pas facile du tout, c'est ce qui se passe dans l'œil et dans le cerveau. Voilà. Mais on nous a enseigné assez régulièrement au début, 6 semaines, et après ça, ils sont partis. On les a revus 1 fois par mois à peu près, avec les nouveaux tableaux et les nouveaux dessins. Évidemment, c'était un peu dur, mais il y avait des compensations. Surtout dans le côté intellectuel. Donc, on attendait des conférences. La première année, c'était sur la philo que j'ai. On parlait de Wittgenstein et tout ça. Deuxième année, c'était la littérature russe que j'ai choisie. Absolument passionnant. On parlait évidemment de Turgenev, de Dostoïevski, de Tolstoï et tout. Et puis jusqu'à Boris Pasternak qui venait d'apparaître, le docteur Zhivago. Et finalement, en fait, j'ai fait mon mémoire à la fin sur la littérature russe dans le début des années 60. Donc j'étais très pris par ça. Et de plus, il y avait des gens qui arrivaient, qui animaient qui donnaient des conférences. Et vraiment, c'était absolument magnifique et très, très stimulant. Et le plus que j'ai eu était comme ça. Un jour, pour ma peinture, j'ai essayé un peu de tout. Et je voulais être surtout moderne. Parce que là, voilà, on était dans les années 60, les Beatles commençaient à poindre un tout petit peu. C'était vraiment une époque assez dynamique. Le pop art, on avait quelques-uns, on avait David Hockney qui était un condisciple. Il avait 2 ans de plus que moi dans les années. Il avait évidemment 6 ou 7 ans plus que moi parce que cette génération a fait le service militaire. Moi, j'étais épargné à ça. Alors, c'était vraiment une affaire... ouais. J'ai bien profité de l'occasion où j'étais, même si j'étais pas du tout expérimenté. Mais dans mon travail, j'étais perdu. Et puis, un jour, j'ai raconté ça à plusieurs, et donc il est dans le catalogue, mais j'ai assisté à une conférence
sur Vasarely. Et là, j'ai eu le... C'est ça qu'il faut faire. C'est la géométrie, c'est les effets optiques, c'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Donc, je me suis abonné tout de suite, le lendemain même. J'ai mis à l'écart mes carnets de nus, etc. Et je commençais à faire des carrés, des losanges, des cercles, etc. Sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Donc, à la fin, malheureusement, le timing était très mauvais parce que c'était janvier. Le mois de mai, c'était les expositions de fin d'année, d'avoir les diplômes, quoi. Alors, j'ai fait tout ça et à la fin, les profs ont dit voilà, tu ne peux pas exposer juste ça parce que tu t'y connais pas encore. Je dis mais c'est ce que je voudrais faire. Non. Donc, on a divisé cette expo en deux parties, les peintures plutôt traditionnelles que j'avais faites et les peintures récentes. C'était n'importe quoi. Mais bon, j'ai survécu. Après ça, cette année même, je suis marié très jeune, 23 ans, pour la première fois, pas la dernière. Et puis, j'ai commencé à travailler tout seul. Je me suis dit, là, il faut vraiment que je comprenne cette chose. Donc, j'ai regardé les autres artistes. J'ai regardé Mondrian, j'ai regardé Joseph Albers. J'ai étudié les théories de couleurs de Louis Albers, de Chevreul, etc. Et je me suis formé moi-même. Et je me suis restreint au monochrome d'abord et aux verticaux et horizontaux, que ça. J'avais beaucoup aimé les façades du Corbusier, de Le Corbusier, je pense qu'il faut dire, pas du Corbusier. Et puis, ça m'a beaucoup appris. Et j'ai fait les choses que vous avez vues tout au début de l'exposition dans les grandes vitrines. Là, en fait, c'est des photos de tableaux assez grands comme ça, pour la plupart. Et après avoir fait 9 mois de cette formation, je commençais à me lancer un peu dans la couleur. Et mes amis m'ont dit, mais c'est un corps de travail assez impressionnant, Oliver. Il faut que tu montres ça aux galeristes. Je dis, tu penses? Oui. Donc, j'ai fait faire des photos, montées sur du carton, et je les ai trimballées dans les galeries. Et j'étais assez bien reçu. En fait, je ne sais pas si ma carrière aurait été très, très différente, parce qu'une dame qui les a beaucoup aimées, était en train de fermer sa galerie. Je ne peux rien pour vous, monsieur, pour l'instant, parce que la galerie devrait fermer. Si j'étais plus patient, j'aurais attendu, parce qu'elle a eu après une des meilleures galeries de Londres. Mais bon, j'ai trouvé une galerie tenue par un Polonais qui était aussi pharmacien. Son entreprise était d'envoyer des pharmaceutiques en Pologne. C'était la période de la guerre froide. Mais il avait une porte d'entrée dans une rue avec la pharmacie et de l'autre côté, dans une autre rue, la galerie. Mais il avait très bonne réputation parce qu'il a été le premier à exposer David Hockney, par exemple, et pas mal d'autres. Et j'étais content d'être là. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas exposer. Est-ce que vous serez prêt dans 6 semaines? Oui, bien sûr. Donc, j'étais prêt. C'était le mois d'août. Et peut-être c'était parce que c'était le mois d'août que rien ne se passe, que j'ai eu une très bonne presse à ce moment-là. Et j'ai bien vendu. Et j'étais vraiment accueilli par les grands critiques et tout. C'était assez étonnant. J'ai jamais eu un succès pareil après. Au moment-là, je me suis dit, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais bon, j'ai continué. J'ai avancé avec des couleurs, avec des cubes isométriques, avec beaucoup d'illusions. Et puis, ça a évolué vers une sorte de chose où on rassemblait des carreaux. Vous les avez vus peut-être dans l'exposition. Donc ça donne un élément de temps, le temps qui passe, la durée. Et j'ai fait aussi des tableaux où il y a des progressions, on peut dire presque chiffrées,
des carrés qui s'agrandissent au fur et à mesure, qui rencontrent d'autres carrés. Tout était logique mais bizarre. Et puis, un jour, dans une expo, un graphiste est arrivé. Il avait la responsabilité pour une nouvelle série de livres qui s'appelait Modern Masters. Donc les gens, c'était les hommes. C'était l'époque où on ne parlait presque pas de féminisme. Et chaque titre, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais chaque titre, c'est un homme. C'était les gens qui avaient formé la pensée du XXe siècle, peut-être. Et puis, ils cherchaient une solution pour des couvertures de livres qui se reliaient d'une façon ou d'une autre. Et il a vu mes choses, mes carreaux et mes triangles qu'on pouvait arranger. Il a dit, c'est ça! Est-ce que vous accepteriez une commande pour une série de couvertures de livres? Mais oui, évidemment. Of course. Donc, je les ai faits et ça a été vraiment un bon succès. J'ai fait en fait 3 séries un peu comme ça. Et voilà. Et en même temps, j'ai commencé à travailler dans l'art cinétique parce que, avec cette idée de durée, je voulais vraiment créer des choses qui évoluent dans la durée. Et j'ai vu une expo absolument remarquable à Brighton, donc sur la côte sud de l'Angleterre. Il y a des constructions dans la mer à pierre. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Jeté, oui, une sorte de jeté, mais avec des bâtiments dessus et tout. Et dans un de ces bâtiments assez grand et compliqué, il y a eu cette exposition. Donc on était aveuglé par une lumière de la mer comme ça. Tout d'un coup, on est dans le noir complet. Et puis on voyait, au fur et à mesure, il y avait des choses qui clignotaient, des disques qui tournaient, des choses. Mais c'était passionnant. Et j'étais pas seul, j'étais avec un collègue, parce qu'on avait des petits boulots de prof 2-3 jours par semaine dans les écoles des Beaux-Arts, et il était avec moi, et il a vu ça, et il a dit « Oh, nous deux, donc nous nous sommes lancés à essayer de faire des choses. » Et moi, c'était la lumière polarisée qui m'avait attiré. Et j'ai trouvé qu'on pouvait faire des choses avec des filtres polarisants et de la lumière et du scotch. Ça, c'est le problème, parce que le scotch, ça ne dure pas trop. Donc, j'ai essayé d'isoler. J'essaie d'isoler tout ça entre 2 disques. Et en fait, il y en a qui ont survécu pas mal d'années quand même, parce que j'ai commencé ça au début des années 70. Là encore, j'ai eu beaucoup de succès. C'était extraordinaire. Il en reste presque rien du tout. L'année dernière, j'ai vu qu'il y a une de ces boîtes lumineuses boîtes de lumière était vendue en Suisse aux enchères. Ça marchait plutôt bien. Ça avait l'air d'avoir aussi survécu. Peut-être c'était dans une cave ou un grenier et pas utilisé. Je n'en sais rien. Mais je voulais faire aussi, parce que c'était assez compliqué pour les faire. Je travaillais au scalpel, je travaillais avec un tournevis minuscule, je ne sais pas quoi. Après un temps, je me suis dit, mais ce n'est pas très créatif tout ça, finalement. Même si le résultat est assez impressionnant, je n'aimais pas ce travail. Je n'aimais pas ma vie, en fait, là, parce que j'étais malheureux dans mon mariage, j'étais malheureux dans mon travail. Je cherchais une sortie. Une sortie qui s'est présentée avec un Canadien qui est venu. Il m'a appelé au téléphone. Est-ce que j'étais l'Oliver Bevan qui avait une boîte de lumière exposée dans telle galerie en centre-ville? J'ai dit oui. Il a dit, est-ce que je peux venir vous voir? Évidemment oui. Donc il est venu, il m'a acheté plusieurs choses. Il est reparti au Canada. J'ai envoyé les boîtes. Et je lui ai dit, si jamais la possibilité de travailler dans votre université se produit, il a dit oui, je connais bien les profs du département Beaux-Arts. Donc, bon. Et puis, 6 mois plus tard, j'ai eu la possibilité de remplacer un prof qui prenait une année sabbatique. Je suis allé, il ne savait pas de quoi... On a fait une correspondance, mais je ne comprenais pas exactement comment ça se passait là-bas.
il ne savait pas ce dont j'étais capable, mais les choses se sont bien arrangées, j'ai bien travaillé, j'étais apprécié par les élèves, j'ai apprécié les élèves et les autres profs, et j'ai commencé à travailler différemment. C'était un peu le hasard qui m'a fait perdre un appareil photo dans l'avion. Je suis descendu à Toronto. Après 3/4 d'heure, j'ai dit « mon appareil photo ». Il était dans un des coffres en hauteur comme ça, invisible parce qu'il était tombé. Voilà. Trop tard, fin de cela. Et puis, un collègue m'a dit qu'il sortait à cette époque-là dans la prairie pour enregistrer les couleurs. Il prenait des photos. Moi, j'ai plus d'appareil, mais je vais prendre quelques bouts de pastel et des petits morceaux de papier, et je vais faire aussi je vais noter les couleurs. Et de ces petites choses sont devenues des sortes de paysages. Ça, c'est le début de notre travail. Après ça, j'ai fait pas mal de choses plus ou moins abstraites à partir de souvenirs, de paysages que j'ai vus. Et même de villes aussi, parce qu'en hiver, il fait moins 30, moins 35. Chaque voiture dégorge des nuages de vapeur, chaque cheminée. Donc il y a de la vapeur partout, et il y a des choses comme ça qui sont assez extraordinaires. J'essaie d'enregistrer de façon spontanée sur du papier. Je travaille presque exclusivement sur du papier. Je suis rentré à Londres, et puis 2 ans plus tard, vraiment un autre artiste. Et entre-temps, j'ai eu une conversation avec une prof là qui m'a aussi changé la vie, parce qu'on parlait du travail, et je parlais de ce que je voulais faire avant. Et puis, parce que ce que je voulais faire avant, c'était d'être partie d'une mouvance généralisée qu'on appelle modernisme. Modernisme, c'est après tout, c'est l'idée que les choses sont en progrès. L'idée que l'art est en progrès, comme la science. C'est une idée fausse, évidemment, mais c'était très, très convaincante au début des années, au début des années 60. On pensait vraiment qu'il fallait être dans une mouvance. Et là, tout d'un coup, tout est tombé. Elle m'a dit, mais il faut que tu fasses ton art à partir de ta vie, Oliver. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit, oui, c'est ça. Et après, c'est ce que j'ai fait, d'une façon ou d'une autre. Beaucoup de différentes façons. Donc je rentre à Londres, mais pas avant de prendre pas mal de photos au Canada. Après avoir perdu un deuxième appareil, que j'ai laissé sur le toit d'une voiture, et on est parti, un ami photographe a dit, mais tu sais, Oliver, il y a maintenant un nouvel appareil absolument génial qui s'appelle Minox. Et c'était le premier des petits formats. Ça prenait une pellicule comme Pentax, comme Nikon, comme les autres, mais c'était tout petit. On pouvait le glisser dans une poche. Donc, il était toujours sur moi. Dès que j'ai vu quelque chose de remarquable, j'étais là avec l'appareil. Et comme ça, j'ai pu capter des choses que j'aurais jamais... Par exemple, le vieux monsieur dans le bar, que vous avez peut-être vu dans l'exposition, où la table est tellement cirée qu'on voit presque aussi bien dans la table que dans un miroir. Et des choses comme... Donc j'ai commencé avec ça, et j'ai continué à Londres, parce que j'ai retrouvé une autre ville, la ville que j'avais connue. Par contre, les habitants étaient déprimés. Dans les arrêts de bus, on se plaignait de tout. On se plaint du temps, on se plaint de manque de travail. Oh, c'était déprimant. Je me suis acheté un vélo parce que je ne supportais plus. Mais c'était l'époque début des années Thatcher, qui ça continuait pas bien. Et puis, j'avais pas d'atelier. Donc, soit je prenais des photos, soit je travaillais par terre sur des gouaches, sur du papier. Mais après un temps, j'ai eu pas mal de succès avec les photos. J'ai trouvé une solution pour les imprimer.
On m'a dit, c'est mieux de les imprimer à vous-même. J'ai dit, oui, c'est peut-être vrai. Donc je suis allé en cours pour être enseigné comment faire un tirage de Cibachrome. Et c'est pas facile et c'est cher. Mais j'ai assez bien maîtrisé le tirage Cibachrome et c'est ce que vous avez vu là. Et puis j'ai aussi fait en parallèle, j'ai fait des gouaches. Mais les gouaches étaient plutôt des collages. Donc j'ai peigné chaque élément pictural dont j'avais besoin était une feuille comme ça, peint très librement. Et puis je commençais à les déchirer et les coller les uns sur les autres. Et puis je regarde par terre et je trouve qu'il y a quelque chose beaucoup plus beau dans les restes. Donc j'ai commencé à coller ça aussi. Donc chaque image avait des sortes de petites familles qui agrandissaient comme ça. Et puis j'ai eu une expo à moitié photo et à moitié collage dans une galerie très connue en Angleterre, qui est devenue aussi une très grande galerie après. Malheureusement, 2 ans plus tard, j'étais viré de la galerie parce que je n'avais pas assez vendu, parce que le fils de l'ancienne galeriste qui a pris la gestion de la galerie, regardez, il était plutôt comptable, il regardait, pas lui, pas elle, hein, comme ça. Donc j'étais radié de la liste de la galerie. Mais bon, c'était bien aussi parce que j'étais libre. Et peut-être parce que je n'avais jamais eu à long terme une galerie qui me possédait. J'ai eu la liberté d'évoluer comme je voulais. Après ça, j'ai commencé à faire les grands formats que si vous étiez dans les salles de l'évêché, vous avez dû voir dans la première salle. La ville un peu géométrique, avec des triangles, des carrés, des choses comme ça. Et tout ça était inspiré par l'atelier où je me suis trouvé. Extraordinaire, c'était en hauteur, c'était au 4e étage. Ça surplombait une rue étroite qui grouille de monde parce que l'entrée de la gare est juste en dessous. Et de l'autre côté de l'atelier, on surplombait les rails du métro et un petit chemin de fer. Une sorte de paysage un peu chaotique, intéressant à regarder. Et j'étais très inspiré par ce quartier à l'époque. Maintenant, c'est que des bars à vin, des petits restaurants où on mange des huîtres, je ne sais pas quoi. C'est très chic. Mais à l'époque, c'était les orfèvriers et des gens comme ça, des dépotoirs. C'était intéressant, c'était varié, mixte. Un bel endroit. J'ai resté là 3-4 ans. Et puis, au fur et à mesure, les tableaux commencent à être de plus en plus figuratifs. Les vraies ombres, c'était d'abord la lumière, les ombres qui avaient envahi les tableaux, qui donnent une réalité tout à fait différente. Et puis j'ai trouvé des personnages. Je suis allé dans un supermarché pas trop loin. Je trouve un beau sujet. Les gens, j'avais le droit, je portais un petit badge comme ça, et j'avais le droit de prendre des photos. Et j'étais invisible. Le badge me rendait invisible. C'était miraculeux. Les gens comme ça ne me voyaient pas prendre les photos parce qu'ils étaient tellement concentrés sur les surgelés ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai fait une série où la moitié était abstraite et l'autre moitié figurative. Mais bon, il y a un tableau de cette série dans le couloir, dans les salles de l'évêché. Et un autre petit pastel ici. Et après, je commençais à introduire des personnages. J'avais changé d'atelier. Je suis déplacé dans un quartier un peu difficile, avec des souterrains vraiment menaçants, où on passait sous un énorme rond-point. Ça craignait. Et puis, mais c'était remarquable aussi. Visuellement remarquable, avec les immeubles immenses et les souterrains ensemble, et leur circulation. J'étais inspiré. Comme j'ai dit, je peux m'installer n'importe où et trouver quelque chose. Et là, j'ai trouvé, par exemple, le grand tableau Regard en arrière. C'était ça avec une sorte d'enfer en dessous. On sent le soufre. Ça sent le soufre.
Et puis, j'ai continué. J'ai déménagé encore tous les 3 ans à peu près. Je déménageais l'atelier. Je déménageais dans la maison, cette fois, la maison où mes fils Sienna et Imogen ont grandi. Et il y avait un bel espace. On avait pensé à faire une galerie, mais quand j'ai vu l'espace, je me suis dit, c'est un gâchis d'avoir une galerie. Je peux travailler ici. Tout le temps là, j'avais des élèves. Au début, je travaillais dans les écoles et j'enseignais dans les écoles. Mais j'ai commencé à avoir des élèves privés dans mes ateliers. Et il fallait avoir un espace assez grand pour faire ça. Ils sont venus. Après un an, j'étais un peu coincé. J'étais dans le coin là avec mon chevalet, ma toile comme ça. Et puis, je voulais plus de place. Donc, j'ai trouvé une suite de salles de classe dans une école primaire à 10 minutes de là pour mes cours. Mais après avoir donné quelques cours là, je me suis dit, mais ce serait fabuleux de travailler ici. C'est des salles de classe construites en 1900, donc hauteur, de très grandes fenêtres. C'était magnifique. Et après, j'ai demandé à l'instituteur s'il voulait avoir d'autres artistes dans d'autres salles de classe désaffectées. Elles étaient désaffectées parce que c'était pour les enfants avec difficultés, handicapés d'une sorte ou d'une autre. C'était en fait des choses des enfants un peu malvoyants. Et à un moment, nous étions 15 dans ces salles. Et c'était super. On ouvrait les portes au public et aux enfants. Et quand les enfants venaient, quand ils regardaient mes tableaux des enfants qui jouaient, c'était vraiment des moments magiques. C'était tellement pris par le fait de voir eux-mêmes et leurs camarades représentés dans les toiles, des grandes toiles. Et puis, mais pour faire en sorte qu'ils regardent vraiment, je leur pose des questions. Je dis, alors, pourquoi pensez-vous que les sols ne sont pas de la même couleur dans chaque toile ? Monsieur, c'est parce que vous avez du mal à mélanger les couleurs. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Ah, monsieur, c'est parce qu'il a plu. Je dis, qu'est-ce que c'est génial comme idée, mais c'était pas ça non plus. Alors, c'était parce que je suis Dieu de mon univers, je peux peindre le sol n'importe quelle couleur, et une couleur qui me plaise. Oh, ça c'était un peu difficile à avaler. Mais par contre, c'était très bien. Et il y avait, à la fin d'une visite d'une classe, il y avait une fille qui traînait derrière les autres, qui est en fait, elle est dans un des tableaux là-bas, qui m'a dit, je voudrais simplement vous remercier de m'avoir mise dans votre tableau. Ah, j'avais des larmes aux yeux. Mais c'était vraiment une belle relation que j'ai eue avec ces jeunes. Et je descendais parfois dans les classes pour faire un petit projet. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Oui, pendant tout ce temps, j'ai eu des expositions. J'ai eu une très grande exposition des œuvres que vous avez vues dans la première salle à l'évêché. J'ai pris une galerie dans le Barbican Center. Donc, c'est un centre d'art très connu en Angleterre, à Londres. Et il y a une énorme galerie. J'ai partagé avec un artiste américain qui a aussi peint la ville. Ça s'appelait City Two Views, 2 regards sur la ville. Et puis, il a eu une cinquantaine de toiles, moi aussi une cinquantaine. Et de très, très grands, comme vous avez vu là, pas mal de grandes toiles. Et c'était bien, c'était très bien de faire des choses comme ça. Une décennie plus tard, j'étais dans le foyer principal du National Theatre, le Théâtre National de Londres. Et là, c'était fabuleux parce que j'ai installé quelqu'un pour accueillir les amateurs du théâtre qui passaient dans l'espace avant le spectacle. Et j'ai très, très bien vendu. Et j'avais un mélange des toiles de ville et des toiles des enfants. C'était le début de la série de l'école, de la cour de récréation. Donc là, 2 très grandes expositions. Et j'ai aussi organisé des expos de groupe pour des artistes qui partageaient un peu
mes intérêts et mes directions. Et ça aussi, c'était très bien et j'étais content d'être avec eux. Mais en l'année 2000, on pensait sérieusement à déménager. C'était le moment où une des filles est passée dans le secondaire. Elle était dans un secondaire privé à Londres. Ça coûtait, c'était à ne pas penser. Et puis on se dit, mais il y a une autre qui va venir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on s'est dit aussi que Uzès est très belle. On s'est dit que même si l'éducation publique n'est pas meilleure que l'éducation publique en Angleterre, du moins les filles seraient bilingues. Et même si on payait 3 fois cette somme gigantesque, les filles ne seraient jamais bilingues. Alors, pas de question, c'était simple. On allait le faire. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pensais, avant, je pensais que ce serait très difficile, ce serait très dur de travailler, de ne pas travailler à Londres. Je pensais que Londres m'était essentiel. Mais heureusement, j'ai eu la possibilité d'expérimenter parce que tous les ans, j'allais en Italie, en Toscane, enseigner la peinture dans un petit centre d'art créé par des Anglais. C'était des anglophones pour la plupart qui étaient venus. Et je voyais que je peignais là-bas. Et ce que je faisais là-bas n'était pas mal du tout. En fait, j'ai lassoé le travail là-bas pour le rapprocher au travail de Londres. Donc j'étais dans la ville là-bas et la ville de Londres aussi. Donc, je me suis dit, si je peux faire ça en Italie, pourquoi ne pas le faire également en France? Donc nous sommes venus. J'ai trouvé un atelier, place aux Herbes, un grenier, sans fenêtre, que des volets, et un peu chaud en été, un tout petit peu froid en hiver, et avec un éclairage. Et là, j'ai travaillé 1 an à peu près, avant de trouver un atelier beaucoup plus efficace dans un immeuble, un petit studio. Et je me suis vraiment lâché, parce que plus besoin de faire tous les petits boulots que j'avais fait à Londres, d'avoir des élèves tout le temps dans mon atelier, d'écrire les articles, de prendre des photos des œuvres d'autres artistes, tout ça pour joindre les deux bouts. Tout d'un coup, j'avais le temps et j'avais un espace. Et ça m'a permis de faire des tableaux de Barcelone, des tableaux des horizons, de Paris, de toutes sortes de choses, avec personnages, sans personnages. Et j'ai découvert l'eau. C'était grâce à Sienna qui est derrière, que j'ai trouvé l'endroit pour peindre de l'eau. C'était en fait le pont du Gard. C'était la baignade au pont du Gard. Parce que j'avais en tête, quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que vous allez faire prochainement? Je dis, ce que j'aimerais bien faire, c'est un hommage, des hommages, les deux, à Georges Seurat, qui a fait un très beau tableau, qui est dans la National Gallery de Londres, Baignade à Asnières, et que j'ai toujours adoré. Et puis, je ne savais pas comment le faire, et tout d'un coup, quand j'ai vu le pont du Gard, les baignades, c'est blanc. Et il y a quelque chose qui m'amuse aussi, parce que lui, il a eu un pont. Son pont, c'était un pont de chemin de fer, récemment construit. Mon pont, j'étais 100 ans plus tard, plus que 100 ans plus tard, c'était un pont romain, mais avec des canoës en plastique et des choses comme ça. Voilà, c'est passé comme ça. Je voulais parler un peu de mes influences avant de terminer. Au début, évidemment, c'était une sorte de filière. Vasarely, Mondrian, on passe en amont. Des artistes comme Vermeer, des artistes qui aimaient la géométrie, Piero della Francesca, des artistes presque de la sérénité géométrique, qui m'ont beaucoup ému. Et puis, plus tard, c'était les artistes comme Mark Rothko, Jackson Pollock, de Kooning, les grands Américains, Clifford Still, énormément Clifford Still. Je ne sais pas si vous connaissez son travail. Et plus tard encore,
un moment assez extraordinaire. J'avais l'occasion d'aller à Madrid et je suis entré dans le Prado, évidemment. Et là, j'ai rencontré pour la première fois les Ménines. Et ça m'a terrassé, absolument terrassé, parce que c'était comme un petit cliché une petite photo de famille comme ça, instantanée il y a presque 400 ans. Ça va. Et puis tous ces personnages si vivants, morts depuis si longtemps, c'était terrible, en fait, mais c'est très émouvant. Et j'avais du mal à quitter ce tableau. Je suis allé voir les Goya. Les Goya sont très, très beaux, magnifiques. Les Greco, que j'aime pas trop. Jérôme Bosch, magnifique. Mais chaque fois, je suis revenu regarder les Ménines. Comme ça, je voulais pas les quitter. Je pense que j'étais amoureux d'un tableau. J'avais le cœur qui battait fort. J'avais tous les symptômes du coup de foudre. C'est un tableau. Et depuis, j'ai eu une admiration pour Velázquez que je n'ai pas eue avant. J'avais bien aimé son travail, mais je n'étais pas frappé comme ça à plein fouet. C'était la première fois, et voilà. Et je pense que si je devrais nommer le tableau le plus remarquable du monde, ce serait celui-là. On me demande souvent des questions sur Edward Hopper, que je vais me parler tout de suite. Parce que Hopper, c'est un créateur d'images sans pareil, extraordinaire. Il aurait pu être un très très grand metteur en scène, je pense. Comme peintre, je ne suis pas tout à fait convaincu. Parce que la peinture, c'est aussi la matière. C'est aussi le dessin, c'est aussi côté physique, la danse des traits de pinceau sur la surface. Et là, il est nul. Donc, il est un génie. Il est un génie pour l'image, mais pour la technique de la peinture, ça ne m'impressionne pas du tout. Donc là, c'est lui. Un peintre que j'aime beaucoup mieux que lui, un autre Américain, s'appelle Richard Diebenkorn, qui est vraiment un peintre absolument remarquable, qui peint la ville, qui a fait des abstraits, des figuratifs et encore des abstraits. Donc il a eu un parcours un peu pareil et que j'adore. Il est absolument remarquable. Peut-être le plus grand peintre vivant est probablement pour moi Anselm Kiefer. Son travail me ressemble, c'est rien à voir avec ce que je fais, mais j'admire énormément. Il est absolument remarquable. C'est des images après la fin du monde, je pense. C'est un peu ça. Bon, avec ça, je m'arrête. Je prendrai volontiers des questions.